Chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Al Mouridiyyah TV. Merci également de rester fidèles à votre rendez-vous dominical de la rédaction de Al Mouridiyyah TV, qui reçoit aujourd'hui le professeur Amadou Mokhtar Dieye, directeur de la pharmacie et du médicament. Monsieur Dieye, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Monsieur Dieye, durant ces 45 minutes, nous allons parler du médicament et globalement des produits de la pharmacie, des produits pharmaceutiques. Pour entamer le vif de notre sujet, monsieur Dieye, aujourd'hui, comment se comporte le médicament sur le marché national? Merci pour cette importante question et l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vos téléspectateurs pour parler véritablement du médicament. Je dois dire que le médicament est au cœur du système de santé. On peut avoir de bonnes infrastructures, des médecins de haut niveau, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, mais si on n'a pas de médicaments de qualité, nous ne pourrons pas prendre en charge correctement donc, les maladies de nos concitoyens. Donc le médicament est au cœur du système de santé et donc il est important de vraiment parler de ce médicament, d'expliquer à vos téléspectateurs donc, tout ce que l'État fait pour que les médicaments soient disponibles, que les médicaments soient sécurisés et que les médicaments soient accessibles financièrement. Et en votre qualité de directeur de la pharmacie et du médicament, vous œuvrez très certainement sur le terrain. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Les difficultés majeures, nous parlons d'abord de ce qui est fait et pour nous réjouir du fait que les médicaments soient pratiquement disponibles partout au Sénégal. Si on regarde toutes les régions, toutes les communes, les départements et au-delà, on voit qu'il y a des officines de pharmacie. Aujourd'hui, on a plus de 1100 pharmacies réparties sur l'ensemble du territoire national. Et ça permet vraiment de rendre les médicaments disponibles. Ça me paraît extrêmement important. Et ça, c'est pour le système privé. Mais nous avons également à côté le système public avec la pharmacie nationale d'approvisionnement qui fait de gros efforts pour rendre les médicaments disponibles un peu partout au Sénégal. Donc nous n'avons pas véritablement de problème de disponibilité des médicaments au Sénégal. Les pharmacies où qu'elles se trouvent, elles peuvent s'approvisionner tous les jours. À partir de la pharmacie nationale d'approvisionnement? Il y a deux circuits. Le circuit public s'approvisionne à partir de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et ça, ce sont les pharmacies qui sont dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Et même les postes de santé s'approvisionnent indirectement donc, au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Maintenant, le système privé, nous avons des grossistes répartiteurs privés qui approvisionnent les officines qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Et cet approvisionnement se fait tous les jours. Chaque fois qu'une officine fait une commande, le lendemain, cette officine est livrée. Et même dans certaines zones comme Dakar, on fait des livraisons même 2 fois par jour. Donc nous n'avons pratiquement pas de problème de disponibilité des médicaments sur l'ensemble du territoire national. Et quand nous voyons les populations faire des réclamations, la population va réclamer des sages-femmes, des infirmiers, des médecins, mais c'est rare. Le personnel soignant, donc, vous Oui, voulez dire? Oui, les pharmaciens font partie même du personnel soignant, mais c'est rare de voir les populations dire que nous avons besoin d'une pharmacie. Et ça, c'est dû au fait que les pharmacies sont pratiquement partout au Sénégal. Donc, par rapport donc, à la disponibilité des médicaments, nous n'avons pas de problème. Maintenant, la population parfois parle de cherté des médicaments. Donc, nous sommes d'accord qu'il y a des médicaments qui sont chers, mais il y a également des médicaments qui ne sont pas chers, notamment les médicaments génériques qui sont efficaces et qui sont plus nombreux même dans les officines que
les médicaments de référence. Nous allons aborder plus ou moins les médicaments génériques tout au long de notre débat. Mais maintenant, en termes de perspectives, quelles sont vos perspectives pour rendre votre travail plus efficace? Nos perspectives, c'est toujours de renforcer la réglementation. Elle est importante parce qu'on voit de temps en temps qu'il y a des failles. Mais notre objectif vraiment majeur, c'est de fabriquer la plupart de nos médicaments au Sénégal. Développer l'industrie pharmaceutique, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une souveraineté thérapeutique. Et ça permet, si on a besoin de médicaments, qu'on puisse vraiment les avoir à côté. C'est fabriqué au Sénégal. Donc ça va éviter les ruptures, cela va créer des emplois, il y aura un transfert de technologie, et également nos étudiants auront des terrains d'application, des terrains de stage. Donc nous pensons que c'est important de développer l'industrie pharmaceutique et vraiment c'est ça notre vision et également notre objectif peut-être, même je peux dire principal, développer l'industrie pharmaceutique. Mais pour ce qui est de l'approvisionnement, nous n'avons pas vraiment de problème majeur. Monsieur Dieye, tout à l'heure, vous avez abordé un point essentiel qui concerne les pharmacies, le circuit de distribution. Mais venons-en à la cartographie de la pharmacie. Comment les pharmacies sont implantées un peu partout dans le pays et quelles normes obéissent-elles? Bon, les pharmacies, le premier critère pour ouvrir une pharmacie, c'est d'être pharmacien. Donc, il faut vraiment être pharmacien pour pouvoir ouvrir une pharmacie. Ça, c'est le premier critère. Mais l'autre élément, pour ouvrir une pharmacie, chaque année, le ministre de la Santé et de l'Action sociale sort un arrêté pour définir la répartition des officines à créer sur l'ensemble du territoire national. Donc on prend un arrêté pour dire qu'à Dakar, il y aura un site de création de pharmacie à Dakar Plateau, par exemple, un site à Grand Yoff, un site aux Parcelles Assainies, un site à Pikine ou bien 2 sites, etc. Et on fait la même chose pour les autres régions. Ensuite, les pharmaciens vont déposer des dossiers pour dire que moi je suis intéressé par tel ou tel site. Et nous les mettons en compétition. Cette compétition est basée essentiellement sur des critères d'ancienneté ou d'expérience. Et en fonction de ces critères, on les classe. Si par exemple à Dakar Plateau, il y a un site de création, s'il y a 5 pharmaciens qui déposent, on fait la sélection, on prend un pharmacien. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous sélectionnons les pharmaciens. Après, maintenant, les pharmaciens vont avoir des autorisations d'ouverture de leur officine et ils sont accompagnés par les grossistes répartiteurs privés qui leur font la mise en place des médicaments. Les premiers lots de médicaments sont livrés par les grossistes et les pharmaciens, ils payent après avoir vendu. Donc c'est un accompagnement. Ce qui fait que pour avoir une pharmacie, ce n'est pas souvent un problème d'argent. Ce n'est pratiquement pas un problème d'argent. C'est un problème d'expérience et de possibilité d'être autorisé à ouvrir la pharmacie. Monsieur Dieye, le gros lot des médicaments que nous utilisons nous proviennent des laboratoires de l'extérieur. En termes de production pharmaceutique, où en est le Sénégal? Par rapport à la production pharmaceutique au niveau local, vraiment, elle n'est pas très importante. Donc nous avons, on peut dire aujourd'hui pratiquement 3 industries ou 4 industries qui fabriquent des médicaments au niveau du Sénégal. Et donc on estime que ça couvre environ moins de 15% du marché sénégalais en médicaments. Moins de 15%. Moins de 15%. Donc plus de 85% des produits sont exportés. Sont importés. Sont importés plutôt, je veux dire. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour un peu pallier à cela? Les dispositions, c'est vraiment encourager l'implantation de l'industrie pharmaceutique au niveau national. Donc, nous discutons avec les organismes comme dans le secteur de l'énergie, pour que le coût de l'énergie soit réduit, mais également au niveau de la fiscalité, nous demandons qu'il y ait des efforts pour vraiment accompagner les promoteurs qui veulent s'implanter. Et d'autres stratégies, comme cette année, on a fait ce qu'on appelle un appel d'offres national. La PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, a fait un appel d'offres national pour certains médicaments. Un appel d'offres national, ça fait que seuls les industries implantées au sein de l'UMOA peuvent entrer dans la compétition.
Et ça favorise donc l'industrie pharmaceutique locale. Mais c'est aussi encadré, c'est une compétition, mais les gens ne peuvent pas proposer n'importe quel prix. Les prix sont plafonnés. Aujourd'hui, parmi les médicaments, nous trouvons ce qu'on appelle les médicaments génériques, un terme que l'on entend souvent. Mais qu'est-ce qu'un médicament générique? Alors, un médicament générique, c'est une copie de médicament de référence ou médicament original ou médicament princeps dont le brevet est tombé dans le domaine public. Je m'explique. Lorsqu'un laboratoire fait de la recherche et trouve une molécule intéressante, il dépose un brevet pour avoir l'exclusivité, pour que ce soit uniquement ce laboratoire qui fabrique ce médicament et qui le commercialise. Mais ce brevet a une durée de 20 ans, dont 10 ans de recherche et 10 ans de commercialisation. Pour un peu entrer dans ces fonds. Pour entrer dans ces fonds. Maintenant, à la fin du brevet, il n'y a plus de protection. Tout autre laboratoire qui veut peut fabriquer le même médicament. À partir du même médicament. Le même médicament peut être fabriqué par d'autres laboratoires. Donc, passé les 20 ans, tout fabricant peut postuler à fabriquer, je m'excuse de la répétition, ce même médicament. Oui, c'est-à-dire que même pas à postuler, mais il peut fabriquer. S'il décide de fabriquer, il peut fabriquer. Il n'y a pas de droit de protection. Et ça fait que, au départ, il y avait un seul laboratoire qui commercialisait. Après, il y a 5 laboratoires, 10 laboratoires, 100 laboratoires qui commercialisent le même médicament. Et aussitôt, après, le médicament est appelé générique. Et ça fait aussi que le générique est moins cher. Parce qu'au départ, le fabricant, il est seul. Il impose pratiquement son prix. Si son médicament permet de traiter le sida de manière radicale, je veux dire en 15 jours par exemple, il va dire peut-être moi je vends mon médicament à 10 millions ou bien à 5 millions. Les gens n'ont pas le choix. Soit ils achètent leur médicament, soit ils ne pourront pas bénéficier de ce traitement. Mais après que le brevet soit tombé dans le domaine public, s'il dit qu'il vend à 5 millions, à 100 000, 200 000, quelqu'un va dire moi je vends à 50 000, je vends à 10 000, je vends à 5 000. Donc c'est cette compétition qui fait en partie que le prix du générique est beaucoup moins cher que le prix du médicament de référence. Ça, c'est la première raison qui fait que le générique est moins cher. Mais la deuxième raison, c'est que celui qui fait des génériques, il n'a pas investi dans la recherche. Le laboratoire qui a découvert la molécule a fait la recherche pendant 10 ans. Il a dépensé des milliards pour trouver son médicament et donc il cherche à le rentabiliser, son investissement. Celui qui fait le générique, il n'a pas fait cette recherche et donc lui, il pourra vendre moins cher parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup investi pour avoir son médicament. Est-ce que dans ce cas d'espèce, le générique sera tout aussi efficace que le prototype? Le générique est aussi efficace que le médicament de référence ou le médicament princeps ou le médicament original. C'est vrai que même la population souvent parle de générique ou spécialité. Mais nous, en tant qu'enseignants, on considère que tous les médicaments sont des spécialités. Donc, on oppose médicaments génériques aux médicaments de référence ou médicaments original ou médicaments princeps. Mais ce sont des médicaments qui ont la même efficacité, les mêmes effets indésirables et qui sont très utilisés dans les pays même développés comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Vraiment, si vous allez dans les pharmacies, plus de 60% des médicaments sont des médicaments génériques. Et par rapport aux médicaments qui nous viennent des laboratoires de l'extérieur, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le marché sénégalais? Oui, on peut dire que même les conditions pour les laboratoires extérieurs et les laboratoires qui sont au Sénégal sont pratiquement les mêmes. Pour qu'un médicament puisse être utilisé au Sénégal, donc commercialisé ou même donné à titre gratuit, il faut d'abord une autorisation de mise sur le marché. Autorisation de mise sur le marché. Oui, qu'on appelle AMM, qui est délivrée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Et pour avoir cette AMM, il y a des conditions. Il faut déposer un dossier. Ce dossier est soumis à l'expertise donc de professeurs d'université, souvent des professeurs de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, qui vont faire l'expertise du dossier pour s'assurer que le médicament qu'on propose est un médicament qui est efficace, qui est sûr et dont la qualité est garantie. Par exemple, si on dit mon médicament il lutte contre l'hypertension artérielle, c'est un antihypertenseur, on doit prouver
on doit apporter les preuves que ça diminue la pression artérielle. On doit prouver aussi qu'en le prenant, ça ne nous crée pas plus de problèmes. On doit prouver également que c'est un médicament de qualité. Donc ce sont les 3 éléments qui sont expertisés et c'est sur la base de cette expertise seulement que le ministre de la Santé prend un arrêté pour octroyer l'autorisation de mise sur le marché. Donc les gens, lorsqu'ils déposent leur dossier, pour avoir leur autorisation, ils peuvent attendre 1 an, 2 ans pour vraiment que cette expertise soit faite, pour qu'on soit sûr que le médicament il est efficace, il est de qualité, il est sûr. Donc aucun autre médicament ne peut entrer dans ce pays si ces garanties-là ne sont pas là. Dans nos postes de santé et nos centres de santé, on entend souvent parler de IB, Initiative de Bamako. Quels sont ces genres de produits pharmaceutiques également? Oui, IB, les gens assimilent IB à médicament générique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais IB, c'est une initiative qui dit qu'il faut que les médicaments, il faut que la population participe aux dépenses relatives aux soins de santé. C'est-à-dire que la population ne peut pas dire que bon, moi je suis là, c'est l'État qui me prend en charge, il faut que la communauté participe. C'est un peu ça le principe. Et dans ce principe, il y a la promotion des médicaments génériques. Donc c'est un volet de l'IB, les médicaments génériques. Un volet peut-être très important. Et donc, on parle IB, les médicaments de l'IB, ce sont essentiellement des médicaments génériques. Dans les postes de santé, les centres de santé, etc., on utilise rarement les médicaments de référence. Pourquoi? Parce que ces médicaments de référence sont des médicaments qui sont chers, alors que les génériques sont beaucoup moins chers et sont aussi efficaces que les médicaments de... Donc c'est pour un peu répondre à des normes communautaires? Non, normes communautaires, c'est seulement pour que la communauté participe. Parce qu'on se rend compte que si on laisse tout entre les mains de l'État, il peut y avoir certaines difficultés. Donc on veut que la communauté participe même donc, à sa prise en charge. Donc c'est ça le concept de l'initiative de Bamako. Et donc les médicaments génériques jouent un volet important dans l'initiative de Bamako. Mais le fait d'avoir des postes de santé un peu partout déjà, ça fait partie de l'initiative de Bamako, d'avoir des comités de santé, etc. Tout ça, donc cet ensemble fait partie donc, de l'initiative de Bamako. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Éclairage, le magazine de la rédaction de Al Mouridiyyah, qui reçoit aujourd'hui le professeur Amadou Mokhtar Dieye, qui est le directeur de la pharmacie et du médicament. Monsieur Dieye, venons-en à l'actualité. Ces temps-ci, une saisie de médicaments non moins importante à Touba a défrayé la chronique. On parle d'une valeur de 1,350 milliard. Votre lecture avant de venir sur le fond des questions? Oui, donc il y a une saisie de médicaments. Une saisie qui s'est faite à Touba, donc dans un quartier qui s'appelle Touba Alieu. Et donc ce sont la brigade de gendarmerie de Touba Belel qui a eu à faire cette saisie. Donc il s'agissait de 2 camions, qui transportaient des médicaments immatriculés, immatriculés dans un pays voisin, un pays limitrophe du Sénégal que je ne vais pas citer. Mais c'est l'immatriculation, donc c'est un camion qui ne venait pas du Sénégal. Et donc les médicaments, moi-même je me suis déplacé là-bas. Et donc on a vu qu'il y avait différents types de médicaments. Il y avait des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, etc., des corticoïdes et même des produits donc, aphrodisiaques. Donc on avait vu tout ça. Et ces médicaments-là ne sont pas des médicaments autorisés au Sénégal. Aucun de ces médicaments n'est autorisé au Sénégal. Donc c'est une saisie très importante, donc plus de 1,350 milliard. Et ce n'est pas vraiment surestimé. Nous avons travaillé avec des pharmaciens d'officine et c'est sur la base du prix de vente de ces médicaments, des médicaments correspondants, parce que ces médicaments ne sont pas vendus dans nos officines. Ce sont de faux médicaments. Les médicaments correspondants, oui. Donc on a fait l'estimation et on est arrivé à 1,350 milliard 160 000 francs CFA. Donc vraiment, ce sont des calculs relativement précis. Ce n'est pas une surestimation, c'est la réalité. Est-ce que ces chiffres ne révèlent pas que le business illicite des médicaments est lucratif? Bien sûr, parce que déjà, on ne sait pas combien ils ont acheté ces médicaments. Ce sont des faux médicaments, les prix peuvent être dérisoires pour l'acheter. Mais quand ils vont revendre, ils vont les vendre en fonction des prix qui sont utilisés au Sénégal. Ça peut être des prix moins chers, mais
ils vont peut-être s'approcher de ces prix-là. Donc c'est un commerce qui est lucratif. Et au niveau international, c'est reconnu que le commerce illicite des médicaments est très lucratif et est en train même de prendre le dessus sur la vente, sur la drogue. Professeur Dieye, imaginons que si cette saisine n'avait pas été faite, ce seront des médicaments qui seraient entrés dans le circuit. Et quelles seront les conséquences sur le plan sanitaire? Bon, les conséquences sont importantes. Il y en a sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Donc sur le plan sanitaire, ce sont des médicaments qui sont faux. On ne connaît pas l'origine, on n'a aucune garantie sur la qualité de ces médicaments. Personne ne les a évalués. On ne sait pas même d'où ça vient, où est-ce que ça a été fabriqué, comment ça a été transporté. Donc ce sont de faux médicaments que les gens vont utiliser, ne vont pas guérir. Il y a le cas des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pour traiter des infections bactériennes. Si on les prend, l'infection n'est pas guérie, mais on peut en mourir. Le paludisme, si on prend des produits contre le palu, et également le malade n'est pas guéri parce que les médicaments sont faux, mais on fait un neuropaludisme et on peut en mourir. Donc, etc. Donc les conséquences sont multiples. Si ce sont des corticoïdes qu'on donne à certaines personnes, ça peut même augmenter la tension ou bien créer un diabète. Parce que ceux qui les dispensent, ceux qui les donnent, ne connaissent rien des médicaments. Au niveau de la pharmacie, on fait attention. On dit, ah, cette personne-là ne peut pas prendre tel médicament pour telle raison. Parce qu'il y a une allergie, il y a une insuffisance rénale, il y a ceci, il y a cela. Mais celui qui vend ces médicaments, lui, il ne connaît pas tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est le gain. Le gain facile. Donc lui, il veut vendre son médicament. Que la personne meure 1 heure de temps après ou 2 heures, ce n'est pas tout à fait son problème. D'autant plus qu'il vend le médicament, il disparaît. Quelqu'un disait, vaut mieux dire que c'est là où j'ai acheté mon médicament que c'est une personne qui passait qui m'a vendu mon médicament. Parce que si vous avez des problèmes, vous ne savez pas auprès de qui faire un recours. Les forces de l'ordre et de sécurité ne sont pas à leur premier saisie à Touba. Qu'est-ce qui fait qu'il y a récidive dans cette partie du pays? Bon, ce n'est pas le premier saisi, mais je dois en profiter vraiment pour les féliciter. Féliciter les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui a fait cette saisie importante. Donc vraiment, nous félicitons toutes les autorités de la gendarmerie par rapport à cette action citoyenne. Parce que nous pensons que la gendarmerie est là pour protéger la population. Donc, mais nous les félicitons, c'est le rôle, mais nous les félicitons pour cela. Et d'autres forces comme la police, la douane et même le ministère du Commerce a eu à faire des interventions dernièrement avec l'opération ERA. Et donc, chaque fois, vraiment, nous avons beaucoup de satisfaction par rapport à ce qui est fait. Maintenant, on sait qu'il y a toujours des failles. Il faut renforcer, il faut redoubler d'efforts. Et nous exhortons également la population à contribuer vraiment à l'arrestation de ces trafiquants de faux médicaments. Pour revenir à ma question, qu'est-ce qui fait qu'il y a récidive dans cette partie du pays? Bon, ce qui fait qu'il y a récidive, que ce soit dans cette partie du pays, à Touba ou ailleurs, bon, c'est parce que simplement, nous pensons que les gens qui sont là-dedans ne sont pas suffisamment sanctionnés. Donc, il n'y a pas vraiment des sanctions assez dissuasives pour que les gens se disent, ah, attention, maintenant, les gens, il n'y a plus de farce. Si on s'adonne à ces médicaments illicites, on peut aller en prison pour 15 ans, pour 20 ans. Donc nous pensons qu'il est important que les sanctions soient encore beaucoup plus lourdes. Et, donc c'est un peu cela, et que les gens se rendent compte également, peut-être que nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés sur les dangers qu'ils font courir à la population. C'est par là où je voulais en venir. Les masses ne sont pas souvent alphabétisées. C'est ce qui fait que les gens peuvent les vendre n'importe quel médicament. Est-ce que la sensibilisation et le plaidoyer ne font pas défaut par moment? Peut-être, mais nous faisons des efforts. L'année dernière, on a fait une campagne nationale de sensibilisation sur la vente illicite des médicaments pendant 1 mois et demi. Et nous pensons que ça a beaucoup contribué à faire diminuer la vente illicite des médicaments au Sénégal. Souvent, on pense que ça augmente. Je sais que dans des zones comme Touba, c'est difficile, mais partout ailleurs, pratiquement au Sénégal, on voit de moins en moins des gens vendre des médicaments dans la rue. Donc, qu'on soit à Dakar, à Louga, à Ziguinchor, c'est vraiment presque très difficile de voir les gens vendre des médicaments dans la rue, même dans les boutiques. On voit les gens sillonner les quartiers pour vendre du paracétamol, etc. Mais ce sont des choses qu'on voit de moins en moins. Parce que avec l'opération ERA, on est parti partout pour chercher les gens. Et ça continue.
Donc les gens prennent conscience également que de temps en temps, les forces de l'ordre descendent sur le terrain et il y a des sanctions. Je dois dire que l'opération ERA qui s'est passée le 6 et 7 juillet, mais on a attrapé des gens. À Dakar, il y a 20 personnes qui ont eu des peines d'emprisonnement ferme 2 mois. Certains disent que 1 mois, ce n'est pas beaucoup. Moi, personnellement, je considère que c'est déjà pas mal que les gens soient même mis en prison, même si c'était 1 jour. Parce que nous sommes des Sénégalais. Vraiment, un père de famille, le prendre, le menotter, l'amener en prison, même pour 1 journée, je pense que c'est beaucoup. Et ça fait réfléchir. Parce qu'on sème la honte dans la famille. Aujourd'hui, les gens qui sont arrêtés, qui sont mis en prison, je considère qu'ils font un tort énorme à leur famille. Ils font un tort énorme à leurs concitoyens. Mais également, la répression doit prendre le pied sur le plaidoyer et la sensibilisation également. Il faut faire les deux. Il faut sensibiliser et il faut également la répression. Nous sommes vraiment pour les 2 actions. Il faut informer les gens, surtout ceux qui s'adonnent à ce trafic-là, leur dire que tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Pour être pharmacien, c'est démocratiser. Les gens vont à l'école, vont à l'université, font leur diplôme et peuvent ouvrir leur pharmacie comme tout le monde. Je pense que les gens doivent aller dans ce sens-là. Au lieu de dire que le pays va comme ça à droite, mais moi je vais à gauche. Ce n'est pas responsable et ça va toujours rattraper ces trafiquants. Donc moi je voulais vraiment que leurs amis, leurs parents parlent à ces gens-là en leur disant faites attention, ce que vous faites, ce n'est pas bien et tôt ou tard, on va vous attraper et ça va être difficile parce que ce sera la honte de la famille. Franchement, il y a beaucoup de familles, ils n'ont jamais vu quelqu'un de leurs parents même aller à la police. Mais si un jour on prend le père de famille, on l'amène en prison, je considère que vraiment c'est un préjudice énorme pour la famille. Moi, je me nomme Dieye, et si je regarde dans le journal un Dieye qui est en prison pour un trafic, ça me fait mal, même si je ne connais rien de ce Dieye-là déjà. Et là d'où je viens, mon village, mais si je fais des choses comme ça, mais c'est tout le village qui va être gêné. Les personnes qui m'adoraient, qui m'estimaient, qui étaient fiers de moi, vont être déçus. Et ça, je ne pourrais pas le rattraper. Okay, donc, on doit faire très attention. On n'est pas seul. On appartient à une famille, donc on n'est plus indépendant. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Le monde marche sur des règles, nous devons nous conformer et nous battre. Les possibilités sont là pour tout le monde, que chacun se batte, mais selon des règles claires, acceptées par la communauté. Pour rappel, chers téléspectateurs, sachez que moins d'1 an, 10 mois pour être très précis, les autorités ont mis en place un comité national de lutte contre les faux médicaments. Ce comité national a été à conférence de presse pour un peu revenir sur les plans d'action et les stratégies qu'ils comptent peaufiner pour un peu mettre en action leur mission. Je vous propose un extrait du président Maître Massokhna Kane. Comme on nous l'a demandé dans notre mission, elle consiste à élaborer et à mettre en exécution les stratégies de lutte contre les faux médicaments et contre l'exercice illégal de la pharmacie. C'est un travail important sur lequel nous travaillons régulièrement et nous pourrons, je pense, bientôt proposer aux autorités ces stratégies pour une validation et, comme on l'a dit, qu'on nous mette les moyens en place pour qu'on puisse mener cette lutte. C'est un travail qui est difficile parce que c'est un travail collectif, c'est un travail intellectuel. On y est et je pense que très bientôt nous pourrons donner un document aux autorités. Sinon, il y a les actions de terrain qui sont menées et un peu les actions de sensibilisation. Chers téléspectateurs, vous venez là d'entendre le Maître Massokhna Kane, le président du comité national de lutte contre les faux médicaments. Monsieur Dieye, quelle lecture en faites-vous sur le plan d'action qu'il compte dérouler et les actions concrètes sur le terrain? Merci beaucoup pour cette question. Je dois déjà préciser que le comité national de lutte contre les faux médicaments et l'exercice illégal de la pharmacie, c'est un comité
avec tous les démembrements de l'État. Nous avons bien entendu le ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais nous avons les forces de défense et de sécurité, le ministère des Forces armées avec la gendarmerie est dans le comité, le ministère de l'Intérieur avec la police est dans le comité, le ministère de l'économie, des finances et du plan est dans le comité avec la douane. Nous avons l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons la primature dans le comité. Mais nous avons également les consommateurs avec Maître Massokhna Kane, qui est d'ailleurs le président du dit comité. Dans ce comité également, nous avons les vétérinaires, nous avons les dentistes, nous avons les sages-femmes, les infirmiers. C'est un comité multisectoriel. Et ce comité, nous pensons que va beaucoup nous aider dans la lutte contre les faux médicaments. Et le plan d'action, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de vente de médicaments illicites au Sénégal, en s'appuyant sur la communication, mais en s'appuyant sur la répression, en s'appuyant également sur l'alourdissement des sanctions. Parce que nous avons des sanctions, certains disent que ces sanctions ne sont pas très lourdes, nous sommes d'accord en partie. Donc, il faudrait alourdir ces sanctions. Et également, ce comité doit travailler pour rendre aussi le médicament disponible. Nous pensons que c'est important parce que si les gens ne voient pas les médicaments, il y a des risques qu'ils aillent chercher de faux médicaments. Parce que devant la maladie, on est dans le désarroi. Et donc, si on n'a pas de médicaments dans le circuit officiel, on peut être tenté. Ou bien si les médicaments du circuit officiel ne sont pas assez accessibles financièrement, on peut être tenté. Il faut travailler dans tous ces domaines-là, donc rendre les médicaments disponibles, accessibles financièrement avec les mutuelles, la couverture maladie universelle. Nous exhortons la population vraiment à adhérer à ces mutuelles avec 3 500 francs par an. Nous pensons que ce n'est pas beaucoup et ça peut beaucoup aider. Au lieu de dépenser en une journée peut-être 25 000 francs, 50 000 francs, donc il faut aller adhérer à ces mutuelles de santé. Il faut aussi faire en sorte que les médicaments soient le moins cher possible. Et l'État du Sénégal fait des efforts à ce niveau. Nous faisons la promotion des médicaments génériques, qui sont des médicaments efficaces, sûrs et de qualité. Et avec cette promotion, en 2014, nous avons fait le point par rapport aux économies qui sont réalisées avec les génériques. Et ces économies, tenez-vous bien, se chiffrent à 4 milliards de francs CFA pour la seule année 2014. Et donc, nous comptons renforcer cette promotion des médicaments génériques. Et surtout, informer la population sur l'existence de ces médicaments génériques de manière importante dans les officines de pharmacie. Ces médicaments existent, sont beaucoup moins chers et nous souhaitons que les patients également achètent ces médicaments génériques ou les réclament, que les médecins, les infirmiers prescrivent ces médicaments génériques, que également même ceux qui remboursent, ceux qui gèrent les mutuelles de santé, etc., remboursent sur la base du prix du médicament générique. Je pense que c'est une très bonne stratégie qui permet à ces structures-là d'économiser beaucoup d'argent, mais qui permet également à la population de pouvoir acheter les médicaments sans vraiment débourser beaucoup trop d'argent. Nous faisons des enseignements, mais on voit des médicaments qui coûtent 7 000 francs, les médicaments originaux, et le générique peut coûter jusqu'à 2 000 francs, voire 1 500. Donc, il y a vraiment possibilité d'acheter ces médicaments génériques. Et nous travaillons dans cela pour également avoir un site internet qui permette à la population même de constater elle-même les prix de ces médicaments. Nous avons une base de données donc, qu'on appelle dirpharm.com qui permet vraiment de retrouver une bonne partie de ces médicaments génériques, dirpharm.com, donc comme on l'entend, dirpharm.com, donc COM. Donc là, on peut retrouver des médicaments et comparer les prix et ça permet vraiment d'acheter les médicaments les moins chers. Monsieur Dieye, à votre avis, ne pensez-vous pas qu'il y a un vide juridique autour du business des faux médicaments, tout en sachant qu'il y a des personnes assez souvent qui sont arrêtées, mais au bout d'un séjour de 10 à 15 jours sont libérées. Est-ce que la législation est un peu corsée? Bon, je considère que la législation peut-être n'est pas très corsée en soi, mais nous, ce qu'on dit souvent aussi, appliquons ce qui est là. Parce que si la législation qui est actuelle, qu'on considère comme n'étant pas très corsée, n'est pas appliquée, le jour où on va corser cette législation, comment nous allions l'appliquer?
Donc pour ma part, je considère que la législation qui est là, appliquons-la et travaillons pour alourdir les sanctions. Mais si nous avions un cadre assez contraignant, est-ce que cela ne va pas un peu faire reculer le trafic illicite? Oui, bien sûr, mais je m'explique. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'adonne au trafic illicite des médicaments, mais c'est l'exercice illégal d'une profession réglementée. On peut le sanctionner jusqu'à 6 mois d'emprisonnement ferme. Ça, c'est dans le code pénal. Parfois, les gens disent 15 jours, mais 6 mois, on peut l'emprisonner. 6 mois, c'est la peine maximale. Non, ce n'est pas la peine maximale, je m'explique. C'est lorsqu'on voit quelqu'un qui vend des médicaments, qui n'a pas le droit, on peut l'emprisonner 6 mois. Ça, c'est d'emblée, c'est possible. Maintenant, si quelqu'un vend des médicaments, on se rend compte que ces médicaments-là, c'est du poison. Mais on peut considérer ça comme de l'empoisonnement. Et là, les peines peuvent être très lourdes. Si on considère que ce médicament même peut être à l'origine de décès, mais c'est comme si on voyait qu'il y avait l'intention de tuer. En tout cas, il y a possibilité de tuer quelqu'un. Donc là, ce n'est plus l'exercice illégal d'une profession réglementée. Vous mettez en danger la vie de quelqu'un. Donc là, les sanctions peuvent être beaucoup plus lourdes. Si quelqu'un commercialise un médicament et que les personnes qui prennent ces médicaments meurent et qu'on puisse démontrer que ces personnes sont mortes à cause de ces médicaments, mais cette personne va aux assises. On peut l'emprisonner 15 ans ou plus. Donc, tout dépend de comment on applique la loi. Si, par exemple, c'est le côté douanier, c'est un délit douanier. Parce que le trafic du médicament aussi, c'est considéré comme un délit douanier. Mais les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans. Donc, véritablement, pour ma part, dans notre législation, il y a assez d'éléments pour vraiment prononcer des sanctions qui soient assez dissuasifs. Maintenant, les magistrats qui jugent et qui donnent des peines de 15 jours, de 1 mois, je considère également qu'ils connaissent leur métier, ils apprécient la situation. Peut-être c'est la première fois que la personne soit jugée, et pour cela, peut-être, ils vont lui infliger une peine de 2 mois ou de 15 jours, mais tout en mettant en garde cette personne. Donc, je pense qu'ils font leur travail. Nous les exhortons en tout cas à regarder de plus près, et même s'ils peuvent vraiment prononcer les sanctions maximales d'emblée, que ça soit fait. Mais en même temps, il faut travailler pour alourdir les sanctions. Mais parfois, ça prend du temps, et donc c'est ça qui fait que moi, je ne veux pas qu'on attende. Les sanctions qui sont là, appliquons-les au maximum. Si elles ne sont pas corsées. Même si elles ne sont pas corsées. Parce qu'encore, être corsé, c'est relatif. Moi, je disais aux étudiants qui me disaient 15 jours, moi je parle comme ça, je dis, bon, venez, je vais vous mettre en prison une journée, vous allez voir. Non, ce n'est pas néant. Si aujourd'hui, on mettait l'opération ERA, il y a 20 personnes au moins qui ont été emprisonnées pendant 1 mois. Moi, ma conviction, c'est que ces 20 personnes-là, les 10 ou les 15, c'est une conviction, ont laissé la vente illicite des médicaments. Parce que ceux qui vendent ces médicaments, ce ne sont pas, pour moi, des délinquants classiques. Ce n'est pas un voleur, son métier c'est un voleur. Mais ceux qui vendent les médicaments, mais ce sont des gens qui sont responsables, qui sont connus et qui vont à la Mecque, qui reviennent, etc. Donc c'est des gens globalement respectables. Mais le jour où on va les mettre en prison, on va les menotter, à partir de leur quartier, on les amène à la police, au tribunal, on les ramène à manger matin, midi, soir. Je pense qu'ils vont faire attention. Leurs parents vont leur dire arrêtez ça parce que vous avez semé la honte dans la famille. Il faut que vous arrêtez. Et je voulais que, vraiment, je l'ai déjà dit, mais je le répète, que les gens le disent tout de suite à tout ce qui s'adonne à ça. Comme si un père de famille qui a des enfants qui utilisent la drogue, il doit les avertir. Arrêtez ça. Ok. Monsieur Guèye, juste une question avant de terminer. À côté de la santé humaine, il y a la santé animale. Vous avez 30 minutes, vous avez 30 secondes pour répondre. Quels sont les effets néfastes sur la santé animale? Donc la santé animale, les animaux prennent des médicaments pour guérir, comme les humains. Donc s'ils prennent les médicaments qui sont faux, ils peuvent ne pas guérir. Donc ça, c'est un problème déjà. Mais deuxièmement, s'ils prennent de faux médicaments, ces médicaments peuvent entrer dans les résidus et donc être consommés par l'individu. Et également, les conséquences peuvent se retrouver chez les individus, chez les humains. Et donc, au lieu que ça soit maintenant une personne, c'est plusieurs personnes qui vont consommer et donc plusieurs personnes qui vont être touchées par les problèmes liés aux faux médicaments. Donc, nous comprenons aisément que l'impact, il est double dans ce côté. Bien sûr, il est double pour la santé animale et pour la santé humaine. Et même
triple parce que l'impact économique est également là. Parce qu'il y a une perte économique importante, parce que ces vendeurs-là ne payent pas d'impôts, ne créent pas d'emplois, et donc ça pose problème. D'autant plus que les pharmacies, je l'ai déjà dit ailleurs, aujourd'hui avec presque 1200 pharmacies, c'est environ presque 8000 emplois ou bien 10 000 emplois qui sont créés. Et je pense que c'est important pour l'économie de notre pays. Le colonel Amadou Mokhtar Dieye a été notre invité. Il est le directeur du médicament et de la pharmacie. Monsieur Dieye, on a épuisé les 45 minutes qui nous étaient imparties. Un mot juste, un message pour clôturer. Vous remercie encore de l'opportunité que vous nous donnez, vraiment de m'adresser à nos concitoyens pour leur dire que pour se soigner, il faut vraiment aller dans les structures qui sont autorisées. Pour acheter les médicaments, il faut les faire au niveau des pharmacies privées ou bien au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux. Parce que les médicaments qui sont là-bas sont des médicaments qui sont validés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui sont garantis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Acheter des médicaments ailleurs, c'est perdre son argent, ne pas se soigner et avoir même peut-être d'autres maladies comme une insuffisance rénale, un diabète, une hypertension, voire un cancer. Ce que je voulais dire aussi à la population, c'est vraiment que la population participe à la lutte contre les faux médicaments. La population est partout et chaque fois que quelqu'un introduit un faux médicament, au moins ce quelqu'un est vu par une personne. Nous voulons que ces personnes-là puissent les dénoncer, puissent leur parler. Si les gens continuent à le faire, que ces personnes soient dénoncées. Il y a le numéro vert de la gendarmerie, c'est 800 00 2020. Je le répète, 800 00 2020. Et là, si vous appelez la gendarmerie, donc les gens vont venir et les prendre et les amener en justice. Et la justice fera son travail. Donc l'État ne va pas les laisser dans l'impunité. Que ceux qui s'adonnent au trafic illicite des médicaments se disent qu'on doit faire un autre métier. Si on veut vendre des médicaments, nous devons aller à l'université, apprendre le métier de pharmacien et devenir des pharmaciens, avoir notre pharmacie vraiment qui sera grandement ouverte à toute la population et les gens pourront venir acheter des médicaments en toute sécurité, se soigner et mieux vivre. C'est vraiment ça notre message. Monsieur Dieye, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs également, nous vous remercions. Durant ces 45 minutes, vous nous avez tenus en haleine pour un peu parler du médicament et de la pharmacie et de toutes les questions liées aux pathologies. Sur ce plateau, nous recevions le professeur Amadou Mokhtar Dieye. Il est le directeur de la pharmacie et du médicament au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez. Bonne fin d'après-midi en compagnie des programmes de Al Mouridiyyah TV. la